Est-ce que tu peux la mettre en diaporama? Donc, pendant qu'on essaye de l'organiser, donc c'est une capsule sur le trouble de stress post-traumatique qui veut un peu de donner les bases et puis d'essayer de comprendre la différence entre certains termes entre un vécu traumatique, entre le stress de trouble de stress post-traumatique. C'est une vignette qui est une nouvelle vignette qu'on a décidé de faire parce que c'était quand même un sujet là, qui revenait très fréquemment. Donc, on sera particulièrement intéressé à avoir vos commentaires là, suite à cette vignette-là. Je pense que c'est toi qui dois bouger les slides. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, comme je mentionnais, l'idée, c'est de connaître les principaux symptômes de trouble de stress post-traumatique, connaître les traitements reconnus du trouble de stress post-traumatique et puis de discuter là, brièvement là, des défis de traitement que ça peut engendrer lorsqu'il y a des troubles d'usage qui se rajoutent au trouble de stress post-traumatique. Donc, je trouve que c'est toujours aidant d'essayer d'avoir en tête un cas clinique. Donc, je vous ai mis un cas, mais je vous invite sinon à vous-même penser à un vrai cas que vous avez vu dernièrement de quelqu'un qui a qui a vécu un traumatisme assez important et puis sur lequel vous vous questionnez est-ce qu'il pourrait ou non là, y avoir un trouble de stress post-traumatique. Donc, pour ceux qui n'ont pas de cas qui leur viennent en tête, on parle d'un homme de 25 ans qui a un trouble d'usage d'alcool sévère, qui a un usage occasionnel de cannabis et de cocaïne, puis qui a une instabilité résidentielle, qui est pas nécessairement sans domicile fixe, mais qui change régulièrement là, d'endroit. Il rapporte qu'il a été victime de négligence puis de violence là, dans l'enfance. Et puis, il y a 4 ans, il a été attaqué au couteau pour se faire voler. Et puis, il a reçu plusieurs coups de couteau. Là. Il a dû être hospitalisé. Et puis, bon, il a pas gardé de séquelles physiques, mais il vous rapporte qu'il y a beaucoup d'anxiété et puis qu'il a l'impression que cette anxiété est une des raisons principales là, pour laquelle il continue à consommer de l'alcool pour éviter de la vivre. Donc, si on passe à la prochaine. Donc, la situation dont je vous ai parlé, c'est une situation où il y a des équivalents quand même assez fréquemment, qu'on travaille en psychiatrie ou qu'on travaille en dépendance ou avec la clientèle qui ont les doubles problématiques. Puis, c'est important de faire la distinction justement entre un historique de trauma puis un trouble de stress post-traumatique. Donc, quand on parle de trouble de stress post-traumatique, il faut effectivement de base avoir eu l'exposition à un trauma. Puis la définition de trauma, ben, c'est une situation où on est passé proche de la mort ou qu'on a été témoin de la mort de quelqu'un, de menaces de mort, de blessures graves, de violences sexuelles. Puis on peut être soit victime, témoin, ou ça peut être arrivé à un de nos proches de façon violente, accidentelle, ou on peut être exposé à répétition dans le cadre de nos fonctions professionnelles. Donc, par exemple, un pompier ou un policier là, qui est exposé là, de façon régulière là, à des scènes traumatisantes. Donc, cette notion de trauma est quand même importante. C'est pas, on peut être marqué par un événement de vie difficile comme une perte d'emploi. Tout ça, des fois, les gens vont dire je suis traumatisé de cette situation-là, mais ça rentrera pas dans la définition là, de trauma pour le trouble de stress post-traumatique. Au niveau des symptômes, il y a plusieurs catégories. La première, c'est les symptômes de reviviscence. En fait, c'est de façon involontaire, donc c'est pas la personne qui veut se replonger dans le trauma, de façon involontaire, il va y avoir différents phénomènes qui lui rappellent le trauma. Ça peut être sous forme de souvenirs récurrents, ça peut être sous forme de rêves, de cauchemars, de flashbacks, où la personne revit un peu la situation puis peut même dissocier dans ces périodes-là. Ça peut être que lorsqu'on a des cues, donc quand on a des indices qui nous rappellent ce trauma-là, qu'on vit une détresse psychologique ou une détresse même physiologique, là, le cœur qui se met à débattre, qu'on se met à suer, en réaction à cette exposition-là. Il y a de l'évitement qui vient avec, donc on va éviter d'y penser, on va pas chercher à se replonger tout le temps dedans, on va éviter d'y penser, on va éviter d'avoir des sentiments qui sont proches de ce que le trauma nous a fait vivre, puis on va éviter certains rappels externes. Donc ça peut être quelqu'un par exemple qui aurait eu un grave accident de voiture, mais qui est plus capable de prendre la voiture, qui va éviter ces endroits-là. Si on reprend l'exemple du monsieur qui a un couteau, ben peut-être qu'il voudra plus sortir la nuit parce que c'est arrivé la nuit, par exemple. Prochaine diapo.
Ensuite de ça, il y a toute une série de cognitions et d'humeurs négatives où il faut en avoir un minimum de deux. Ça peut être, par exemple, d'avoir des croyances là, négatives sur soi, sur les autres, sur le monde, d'avoir des émotions, de se sentir un peu déprimé ou d'avoir l'impression là, que on n'a plus le goût de faire certaines choses, d'abandonner certains intérêts. Se sentir un peu détaché, comme si on n'était plus en contact là, avec nos émotions, puis d'avoir beaucoup de difficultés à vivre des émotions positives dans le futur. Là. Et puis, c'est important que ces changements-là de conditions et d'humeur négative soient soit en post-trauma ou que ça soit clairement exacerbé après le traumatisme. Finalement, il y a aussi des symptômes d'altération du niveau d'éveil et de réactivité. Donc, ça peut être de se sentir plus irritable, voire plus agressif. Peut y avoir plus de comportements autodestructeurs, de l'hypervigilance, d'être tout le temps sur ses gardes, de sursauter de façon exagérée beaucoup trop facilement. On peut avoir des difficultés de concentration, des difficultés de sommeil. Ça prend minimalement là, 2 de ces symptômes-là. Prochaine diapositive. Donc ça, c'est les symptômes principaux. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que le trouble de stress post-traumatique, il faut que ces symptômes-là durent plus d'1 mois. Donc c'est très fréquent après un trauma qu'on ait dans les premiers jours certains de ces symptômes-là, et c'est pas nécessairement pathologique. La plupart du temps, ça va s'estomper rapidement. On peut par la suite développer ce qu'on appelle un trouble de stress aigu, qui est sensiblement les mêmes symptômes, mais toutes catégories confondues, qu'on veut avoir 9 symptômes au total. Puis il faut que ça perdure plus que 3 jours, en bas d'1 mois. Après 1 mois, là, on tombe dans le trouble de stress post-traumatique. Le vécu traumatique, c'est quand même assez fréquent. Hein. Il y a des estimations que jusqu'à 3 personnes sur 4 au Canada vont avoir un événement qui se qualifierait d'événements traumatiques, donc qui sont soit victimes, soit témoins, soit que ça survient là, à un de leurs proches. Mais c'est autour de 9% des gens là, qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Donc, d'avoir un vécu traumatique ne veut pas nécessairement dire qu'on a un trouble de stress post-traumatique. C'est important d'aller rechercher là, les symptômes. Par la suite, l'autre point important, c'est de se rappeler que la population qui est sans domicile fixe est surreprésentée dans le vécu traumatique. Donc, il y aurait plus que 90% des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance là, qui ont un vécu traumatique et probablement plus de 20% qui répondraient aux critères là, de troubles de stress post-traumatique. Il y a certaines études même qui parlent de presque 50% là, qui pourraient répondre à ces critères-là. L'autre chose que vous avez peut-être entendu parler, c'est le trouble de stress post-traumatique complexe ou le complex PTSD en anglais. C'est en fait, ça date quand même des années, fin des années 80-90. C'est l'idée que les gens qui vivent pas un trauma unique, donc pas un accident de voiture ou une attaque à couteau, mais plutôt des traumas répétés sur une longue durée. Donc que ça soit un enfant qui est victime d'abus, que ça soit dans le cadre d'une violence conjugale, que ça soit dans le cas de prisonniers qui ont été torturés sur des longues périodes, peuvent développer un PTSD, mais vont développer aussi une série d'autres symptômes moins spécifiques que le PTSD, dont principalement une grosse dysrégulation émotionnelle, de la dissociation plus sévère, des distorsions au niveau de ceux qui ont commis les actes, que ça peut être soit très positif ou très, très négatif avec des très grands désirs là, de vengeance, puis beaucoup de difficultés relationnelles, de désespoir. Ces traumas-là, sur une longue durée, si vous regardez justement ces grandes sphères, il y a plusieurs de ces sphères-là qui s'apparentent aussi aux critères là, de troubles de personnalité, ce qui fait que c'est des cas où des fois c'est un peu difficile là, de distinguer entre les deux. Pour compliquer un peu plus le tout, le trouble de stress post-traumatique, il y a beaucoup de comorbidités, ce qui peut rendre le diagnostic encore plus difficile. Donc, les comorbidités, que ce soit avec d'autres troubles anxieux. Donc, on a eu plusieurs cas qui ont été présentés là, depuis le début de l'année où les patients se plaignaient d'anxiété. C'est important vraiment d'aller préciser c'est quoi ces symptômes-là. Est-ce que c'est de l'anxiété vraiment en lien avec la peur d'être traumatisé, avec des souvenirs du trauma qui est lié au traumatisme, ou c'est une peur sur autre chose, que ce soit des obsessions d'un trouble obsessionnel compulsif, que ce soit de l'anxiété généralisée où les gens vont
vont s'inquiéter pour le futur la plupart du temps, puis ils vont avoir des ruminations là, par rapport à ce qui s'en vient, que ce soit de l'anxiété sociale. Donc, vraiment d'essayer d'aller préciser, surtout que nos patients vont des fois utiliser le terme anxiété, même pour d'autres symptômes autres que troubles anxieux, là, que ce soit des envies de consommer ou des choses comme ça. Beaucoup de comorbidité avec le trouble dépressif, avec le TDAH, le trouble d'usage et, comme j'ai mentionné, là, avec le trouble de personnalité. Prochaine diapo. Les traitements, donc le traitement principal normalement du trouble de stress post-traumatique le plus efficace, c'est la psychothérapie. Donc en fait, c'est assez bien démontré que de la médication tout seul, c'est moins efficace que lorsqu'on combine de la psychothérapie et de la médication. Ce qui est un peu moins clair, c'est est-ce que quelqu'un qui est capable de faire une psychothérapie, qui a accès, à quel point il va bénéficier ou non de rajouter une médication. En pratique, dans les cas sévères, c'est quelque chose qui est fait, la combinaison, mais c'est plus difficile à démontrer d'un point de vue scientifique qu'il y a vraiment une plus-value à combiner les deux. Mais c'est très clair que rajouter de la psychothérapie à une médication, c'est mieux que d'avoir une médication tout seul. Ensuite de ça, il y a différents types de thérapies pour le trauma. Il y a les thérapies qui ont un focus sur le trauma, que ce soit les thérapies cognitivo-comportementales, ça peut être avec de l'exposition prolongée ou le Cognitive Processing Therapy, qui sont des adaptations spécifiquement où il y a une part vraiment d'exposition où on se réexpose au trauma là, par la pensée. Et puis, on apprend un peu à avoir des stratégies là, pour gérer ces symptômes-là et le digérer. Le MDR va utiliser certains éléments qui peuvent ressembler un peu à la TCC, mais aussi les mouvements des yeux. Ces deux thérapies-là sont des thérapies qui ressortent là, dans les guides de pratique au niveau canadien et qui semblent avoir des effets qui se maintiennent là, à long terme. L'enjeu des fois de ces thérapies-là, c'est que c'est des thérapies qui demandent d'avoir accès, mais qui sont aussi quand même exigeantes parce que de réexplorer les traumas, ça peut générer de la détresse en soi et qui des fois va y avoir une certaine réticence à les offrir à des patients qui sont très instables. Donc, il y a aussi une série de thérapies qui visent à essayer d'aider les gens qui ont un vécu traumatique, mais sans focusser directement sur le trauma. Je vous ai mis à titre d'exemple le Seeking Safety, mais aussi la DBT, qui est aussi une thérapie à utiliser dans le trouble de personnalité limite. Puis, chez les patients qui ont des traumas surtout complexes, des fois, on va se dire que c'est peut-être une étape initiale à avoir d'apprendre à mieux gérer la détresse émotionnelle, la dysrégulation émotionnelle, avant d'aller dans une thérapie plus spécifique au niveau du trauma. Prochaine diapositive. Au niveau des médicaments, donc je vous ai mis là, les recommandations là, des guidelines canadiens qui commencent à dater un petit peu, là, ça date de 2014, mais il n'y a pas eu d'énormes changements depuis. Puis sinon, je vous ai mis les 3 lignes qui résument le tout. Donc, c'est principalement la famille des antidépresseurs qui va être utilisée, avec en ajout par moment certains antipsychotiques, certains anticonvulsivants. Puis un autre point important, là, c'est que les benzos vont être non recommandés. En fait, les benzos, en aigu, même, on pense qu'ils peuvent peut-être augmenter là, le risque au niveau des symptômes de dissociation. Donc, à moins qu'il y ait d'autres bonnes raisons là, d'en donner, là, c'est vraiment habituellement à éviter. Prochaine diapositive. Troubles de stress post-traumatique et troubles d'usage. Donc, jusqu'à 57% là, des patients auraient un trouble de stress, qui ont un trouble de stress post-traumatique ont aussi un trouble d'usage. Donc, c'est plus la norme que l'exception. Puis, chez les patients qui ont un trouble d'usage, mais il y en aurait jusqu'à 12% là, qui auraient un trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est quand même une comorbidité là, très fréquente. Sur les meilleures approches, quand il y a les deux troubles, c'est assez limité. En fait, il manque encore d'études pour avoir des recommandations claires. Par contre, ce qui est très clair, c'est que les gens, dès qu'ils reçoivent un traitement, que ce soit un traitement spécifique pour leur trouble d'usage, que ce soit un traitement spécifique pour leur trauma, que ce soit un traitement spécifique sur la gestion de dysrégulation émotionnelle, mais c'est toujours mieux que pas de traitement. C'est plus efficace que les groupes contrôle. Donc, le principe de No Wrong Door est particulièrement là, applicable à cette situation. Puis la médication, on n'a pas vraiment assez de données là, pour savoir s'il y a des combinaisons plus optimales. Donc, à défaut d'avoir des meilleures données, pour l'instant, on utilise un peu là, les données des guides de pratique, autant pour le trouble d'usage que pour le trouble de stress post-traumatique. Prochaine diapo.
Donc, quelques limites, réflexion. Donc, la thérapie, on sait que c'est le traitement le plus efficace, mais souvent, c'est très difficile d'accès. Puis, il faut que la personne soit dans une situation où peut avoir une certaine tolérance à la détresse en lien avec l'exposition au trauma. Des fois, ça peut être difficile. Puis je pense que c'était un bon exemple là, aujourd'hui là, pour toutes sortes de raisons de s'impliquer là, dans le processus psychothérapeutique. Puis pour les patients très instables, c'est important aussi de se rappeler de l'environnement. Donc, c'est dur des fois d'aller faire un travail sur notre sentiment de sécurité quand on ne sait pas où on va dormir le soir même, quand on se met à risque d'être réexposé à des traumas à cause de nos activités pour être en mesure de payer la consommation. Donc, de garder en tête que de stabiliser l'environnement peut vraiment être aidant. Et puis, qu'il y a quand même une certaine difficulté dans le diagnostic des patients qui sont très instables puis qu'il y a plusieurs comorbidités. Donc, ça arrive comme les gens ne veulent pas en parler, quand la consommation prend beaucoup de place, que les entrevues sont plus difficiles, ça arrive qu'on soit pas au courant qu'il y a un trouble de stress post-traumatique et puis que ça soit quand le patient commence à aller un peu mieux, qu'on a plus accès à son vécu, qu'on s'en rend compte. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait faire une capsule en soi là-dessus, dans ces situations-là où on a des fois un doute, est-ce qu'il y a un trouble de stress post-traumatique ou pas, mais qu'on sait qu'il y a probablement un vécu traumatique, d'avoir une approche sensible au trauma, ce qui ne veut pas dire qu'on va aller explorer dans le détail le trauma, mais qu'on va savoir que les traumas du passé peuvent influencer la situation présente, puis où on va s'efforcer là, de créer un espace sécuritaire, autant sur le plan physique, culturel et psychologique, va vraiment être aidant. Pour y parvenir, mais ça prend de la flexibilité. Ça prend d'être capable d'avoir un environnement sécuritaire, puis que la personne qu'on a devant nous puisse avoir le sentiment d'être écoutée, puis qu'on va miser là, sur ses forces. Prochaine diapo. Donc, juste de repenser, puis vous pourrez le faire là, après la séance aussi, au cas clinique que vous aviez en tête, puis d'essayer de voir, en reprenant ces notions-là, qu'est-ce que vous pensez par rapport au trouble de stress post-traumatique, puis peut-être la prochaine fois que vous le voyez, là, d'explorer un petit peu plus. Prochaine diapo. Puis je vous ai mis en question bonus parce que c'est des cas qu'on a déjà vus là, dans d'autres cas. Donc, si la personne qu'on a vue avait principalement là, des cauchemars puis où il revivait beaucoup l'attaque, de se rappeler qu'il y a un médicament qui s'appelle le Prazosin, qui est un médicament là, qui joue spécifiquement sur les cauchemars, qui peut être utilisé, qui n'est pas un somnifère, sinon là, il vient vraiment jouer sur les cauchemars de troubles de stress post-traumatique. Puis l'autre point, c'est si vous l'aviez rencontré dans les heures qui suivaient là, son attaque à couteau, est-ce que vous pensez qu'une séance de debriefing aurait pu éviter là, l'évolution vers un trouble de stress post-traumatique? C'était pour amener la notion que, en fait, le debriefing s'est démontré soit comme étant pas efficace ou peut-être même pouvant nuire. Donc, les gens vont processer leur trauma de façon très différente, puis les forcer à en parler dans les heures qui suivent peut des fois, dans certains cas, être retraumatisant. Donc, habituellement, ce qui va être fait, c'est plutôt d'offrir en aigu là, du soutien, d'assurer les besoins de base, mais de surveiller dans les jours qui suivent, est-ce qu'il va développer un trouble de stress aigu, puis un trouble de stress post-traumatique. Puis dès qu'on est dans le trouble de stress aigu, là, il y a des données là, pour les approches psychothérapeutiques. Fait que, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si, je sais qu'on arrive à 1h30, mais si jamais il y avait une question, commentaire là, avant qu'on arrête, c'est le bienvenu.